Cette vidéo est sponsorisée par l'Atelier des Épatants. L'Amazonie souffre des changements climatiques et de déforestation, un combo qui aura un impact sur sa pluie et potentiellement sur sa survie. On poursuivra avec une actualité beaucoup plus légère sur la transmission du bâillement de la maman à son fœtus. Et enfin, un robot très impressionnant qui fait du ping-pong. Bonjour Liliane. Bonjour Thomas, bienvenue à vous tous et toutes sur Avec des Si, notre émission d'actualité scientifique que vous pouvez retrouver 2 fois par mois. Tout au long de l'émission, on a l'habitude de vous proposer de deviner une actualité mystère. Aujourd'hui, on cherche un animal. Quel est donc cet animal? Et on commence avec un indice qui est réservé aux personnes qui nous soutiennent sur Ulule. Et maintenant, un indice pour tout le monde. Écoutez bien ce son. Il s'agit de courtes séries de clics appelées codas qui me permettent de communiquer. Et on poursuit avec une actualité. Oh, c'est Mimi! J'adore ce jingle. Viviane, je nous mets au défi, et vous aussi à la maison, de ne pas bâiller une seule fois pendant cette actualité scientifique dont on va vous parler juste ici. Personnellement, j'ai vraiment eu un vrai enjeu, une vraie difficulté à écrire la nouvelle sans bâiller. J'arrêtais pas de bâiller toutes les 30 secondes, c'était absolument terrible. On vous parle d'une étude qui s'est intéressée au bâillement du fœtus. Il pourrait être influencé par les bâillements de leur mère, une sorte de résonance physiologique entre la mère et le fœtus. Alors, on le sait, dans les données actuelles, que les bébés dans le ventre de leur mère ont la capacité d'entendre et de réagir au son de leur environnement. Et le bâillement est un comportement très ancien dans l'évolution. On l'observe chez beaucoup de vertébrés et chez l'humain, il apparaît très tôt dans le développement. Jusqu'ici, on interprétait surtout ces bâillements avant la naissance comme des comportements assez automatiques liés à la maturation du système nerveux, du tronc cérébral ou à l'organisation précoce des mouvements. Mais c'est à peu près tout ce qu'on savait. J'ai un bâillement qui vient là, mais genre je le laisse pas sortir. Il arrive là. Il est très proche aussi, le mien. Et après la naissance, le bâillement a également une dimension sociale. On connaît tous le phénomène de bâillement contagieux, voir quelqu'un bâiller, entendre quelqu'un bâiller, parfois même lire ou parler de bâillement, ou juste quelqu'un qui fait comme ça là, ça vient tout de suite, moi en tout cas me déclencher. C'est méchant ce que tu viens de faire. Je sais. Ça peut suffire à déclencher un bâillement chez certaines personnes. Et les chercheurs se sont donc demandé, est-ce que cette sensibilité au comportement de l'autre pourrait commencer avant la naissance? Alors pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont analysé 36 femmes enceintes entre 28 et 32 semaines de grossesse. Ils ont enregistré en même temps le visage de la mère avec une caméra, ainsi que les mouvements du visage du fœtus avec une échographie 2D. Les mères devaient regarder plusieurs types de vidéos. D'abord une courte condition de base avec des paysages neutres pendant 1 minute, puis 3 conditions expérimentales de 6 minutes chacune. Dans une condition, elle voyait des personnes bâiller, c'est la condition censée provoquer un bâillement contagieux chez la mère. Dans une autre condition, elle voyait des personnes ouvrir et fermer la bouche, mais sans bâiller. Et dans une troisième, elle voyait des visages neutres et immobiles. Et après analyse image par image, j'ai l'impression qu'il va craquer. Quels sont les résultats, Thomas ? Alors, premier résultat, quand on regarde l'ensemble des mamans, le bâillement contagieux fonctionne bien. Je le vois dans mon angle mort, je vois que t'es en train d'essayer, ouais, tu luttes. Les bâillements sont beaucoup plus fréquents quand elle regarde des vidéos de personnes qui bâillent que dans les conditions contrôle. Ici, l'idée, c'est simplement de vérifier, de contrôler que les vidéos ont bien déclenché un effet de contagion chez plusieurs participantes, dont Viviane d'ailleurs, qui aurait vraiment du mal à se retenir. Là, j'ai pour de vrai du mal. Hein. Je suis pas en train de faker. Mais le résultat le plus intéressant, c'est du côté de l'ensemble des fœtus. Dans la condition où les mères regardaient les bâillements, environ 53% des fœtus ont aussi présenté au moins un bâillement. En moyenne, les fœtus bâillaient davantage dans cette condition que dans les conditions contrôle. Dans les conditions où les mères regardaient des visages immobiles ou des vidéos avec des personnes qui ouvraient et fermaient simplement la bouche, les bâillements fœtaux étaient plus rares. Donc jusque-là, Viviane, on parlait des résultats de manière globale. Donc les mamans d'un côté, les fœtus de l'autre, mais les chercheurs ont regardé les données en considérant les couples mère-fœtus. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Ils ont analysé chaque mère spécifiquement avec son propre fœtus. Est-ce que les bâillements apparaissent dans les mêmes duos ? La réponse est oui. Dans 50% des cas, la maman et le fœtus bâillaient tous les deux. Dans environ 33% des cas, ni la mère ni le fœtus ne bâillaient, ce qui est quand même assez surprenant comme résultat. Et les cas où seule la mère bâillait ou seul le fœtus bâillait étaient beaucoup moins fréquents, donc il semble y avoir une sorte d'association entre le fait que la mère bâille et le fait que le fœtus
fœtus bâillent. Dernier résultat intéressant, les chercheurs ont regardé la chronologie des événements de bâillement. C'était vraiment une question que je me posais quand j'ai lu cette étude. En moyenne, les fœtus bâillaient environ 90 secondes après le premier bâillement de leur mère. Et les auteurs ont démontré statistiquement que ce n'est pas une simple coïncidence temporelle. Donc il y a un petit décalage quand même, de 90 secondes visiblement. Alors attention, comme d'habitude Avec des si, on se calme le pompon, il faut être... J'ai perdu. T'as perdu ? Ah non. J'ai perdu. Il faut être prudent dans l'interprétation de cette étude. On n'avait rien d'ailleurs en Paris, tu sais, on ne s'est pas dit le premier qui baille et tout, il offre un bonbon, un paquet de dragibus genre ou quoi. C'est très précis. Oui, je sais, j'ai une passion pour les dragibus. D'accord, ok. Mais on n'est pas sponsorisé par dragibus pour dire ça par exemple. Donc il faut être prudent avec l'interprétation de cette étude. Elle ne montre pas que le fœtus comprend entre guillemets que sa mère baille, contrairement à Viviane en ce moment. Elle ne montre pas non plus une sorte d'imitation consciente, ni même une contagion sociale au sens classique du terme, comme on disait au début. Les auteurs sont assez clairs là-dessus. Ce n'est probablement pas un mécanisme de miroir, comme quand on voit quelqu'un bailler. On parle plutôt d'une possible contagion physiologique intra-utérine. Alors, quels pourraient être les mécanismes ? Bon, on ne sait pas trop encore, en fait. Oui, les chercheurs proposent quand même une piste. Quand la mère baille, ça implique de grands mouvements respiratoires, des changements de pression, des mouvements du diaphragme, possiblement des modifications dans la posture ou dans les tensions abdominales. Et ces changements mécaniques pourraient être perçus indirectement par le fœtus. Pour l'instant, on ne connaît pas les mécanismes biologiques derrière ces bâillements. On aura besoin de plus d'études. Et tu vois, le 90 secondes, en fait, c'est pas tant surprenant finalement, parce que tu vois, la réaction de la mère qui baille, donc changement de pression, etc. J'ai perdu maintenant. Le temps que ce soit comme analysé par le fœtus, 1 minute 30 plus tard, ce serait une hypothèse, en tout cas, encore une fois, c'est une hypothèse, mais ce serait une hypothèse tout à fait probable, donc intéressant. Et l'étude est quand même assez originale, très 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 recherche fondamentale, on va pas se mentir, mais quand même très rigolote, une de plus, mais qui aide à mieux comprendre comment le comportement de la mère peut influencer le comportement du bébé. Il y a quand même quelques limites, on va quand même vous les citer. L'échantillon est relativement petit, on n'a que, entre guillemets, 36 duos mère-fœtus analysés. Alors, c'est quand même beaucoup pour une étude de ce type-là. Première étude expérimentale, assez lourd à mettre en place, c'est beaucoup, mais ça reste limité pour plus généraliser, mais on est quand même au début de ce type d'études-là qui sont faites sur le sujet. Et deuxième chose, la fenêtre de grossesse étudiée était assez précise, entre 28 et 32 semaines, donc on ne sait pas trop si le même phénomène existe plus tôt, peut-être plus tard dans la grossesse, on ne sait pas à quel moment ça commence à se manifester. Il nous manque des études pour aller un peu plus loin pour répondre à cette question. Vous nous direz à la maison si vous avez été fort comme Thomas qui n'a pas baillé une seule fois ou faible comme moi qui ai baillé. Faible, pourquoi faible ? Mais non, pas faible. Non, pas c'est juste faible. Que tu as absorbé c'est juste que moi je suis sensible. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi j'ai un cœur de pierre. Exactement. Une autre blague sur le cœur en référence à l'actualité précédente. L'émission présente. L'émission précédente, ouais. Est-ce qu'on rajoute pas un petit indice avant à notre actualité mystère ? Ajoutons un petit indice. On vous rappelle qu'on essaie de trouver un animal. Premier indice, vous avez entendu ce son. Il s'agit de courtes séries de clics appelées codas qui permettent donc de communiquer. On cherche toujours l'animal. Pour l'indice numéro 2, dans la culture populaire, je suis célèbre pour avoir avalé un petit pantin de bois. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà trouvé. Une actualité, wow Viviane, on parle d'Amazonie. Oui, l'Amazonie est à un tournant critique. On le sait, c'est une forêt immense qui joue un rôle majeur dans le climat, le cycle de l'eau, la biodiversité ou encore le stockage du carbone, mais qui est aujourd'hui menacée par l'urgence climatique et les activités humaines. Une nouvelle étude publiée dans Nature suggère, à partir de modélisation, que le point de bascule de l'Amazonie pourrait être beaucoup plus bas qu'on ne le pensait, si on tient compte de l'impact de la déforestation. Alors commençons par définir cette idée de point de bascule. On parle ici d'un possible basculement d'une partie de la forêt amazonienne vers des écosystèmes dégradés. Par exemple, une forêt dense et humide pourrait se transformer progressivement en un écosystème plus sec, plus dégradé, parfois comparé à une sorte de savane, en tout cas c'est ce dont nous parlent les chercheurs dans cette étude. Un point de bascule, ce n'est pas nécessairement un moment où toute la forêt disparaît du jour au lendemain, c'est plutôt un seuil à partir duquel le système peut
commençait à basculer vers un autre état. Et l'objectif des chercheurs dans cette étude, c'était de mieux quantifier ce risque. À partir de quel niveau de changement climatique l'Amazonie devient-elle instable? Et surtout, comment ce seuil change-t-il quand on ajoute l'effet de la déforestation? Alors pour répondre à cette question, les chercheurs ont utilisé un modèle pour représenter l'Amazonie comme un réseau de zones forestières connectées entre elles par le transport de l'humidité. Ouais. Alors pourquoi l'humidité? Parce que c'est une des raisons pour laquelle l'Amazonie est si vulnérable. Une partie importante de la pluie qui tombe sur l'Amazonie vient de l'humidité transportée depuis l'océan. Mais une autre partie vient de la forêt elle-même. Elle contribue elle-même à fabriquer une partie de sa pluie. Les arbres absorbent l'eau du sol, puis en relâchent une partie dans l'atmosphère par transpiration des feuilles. C'est assez fascinant. Et cette humidité est ensuite transportée par les vents et peut retomber plus loin sous forme de pluie. C'est ce qu'on appelle le recyclage de l'humidité. Moi j'avais appris ça il y a quelques années, comment est-ce que l'Amazonie faisait sa propre pluie, et je trouve ça incroyable comme phénomène, mais c'est fondamental dans notre compréhension de l'actualité d'aujourd'hui. Autrement dit, la forêt aide à entretenir son propre climat. Le problème, c'est que les changements climatiques augmentent les sécheresses et que la déforestation coupe une partie de cette machine à pluie. Moins d'arbres, c'est moins d'humidité renvoyée dans l'atmosphère, et si une région devient trop sèche, elle peut se dégrader, ce qui réduit encore l'humidité envoyée aux régions situées plus loin, donc on obtient une sorte d'effet domino. On n'imagine pas que la forêt amazonienne pourrait devenir un endroit sec, mais c'est effectivement ce qui pourrait être l'avenir de l'Amazonie. Le modèle utilisé par les scientifiques dans cette étude a combiné différents paramètres. On a plusieurs scénarios climatiques, autrement dit, différents futurs possibles en matière d'émissions de gaz à effet de serre, d'économie, de politique, d'usage des terres, etc., etc., avec un modèle qui suit le trajet de l'humidité dans l'atmosphère. L'objectif, c'était de voir à quel moment certaines zones de la forêt risquaient de perdre leur stabilité. Côté résultat, accrochez-vous parce qu'il y a quelques chiffres clés dans l'étude qu'on vous résume. Premier résultat, si on regarde seulement l'effet des changements climatiques, donc sans ajouter de déforestation supplémentaire, les chercheurs estiment qu'un seuil critique se situe autour de 3,7 à 4 degrés d'augmentation de température par rapport à l'ère pré-industrielle, autrement dit la période 1850-1900. Au-delà de ce niveau, jusqu'à environ un tiers de la forêt amazonienne pourrait perdre sa stabilité. Le deuxième résultat, qui est plus inquiétant, c'est quand on ajoute la déforestation cette fois-ci. Là, le seuil devient beaucoup plus bas. Selon leur simulation, une transition à grande échelle pourrait se produire avec seulement 1,5 à 1,9 degrés Celsius de réchauffement. Si cette hausse de température est combinée à environ 22 à 28% de déforestation dans le bassin amazonien. Dans ce scénario, c'est entre 62 et 77% de la forêt qui pourrait être touchée par des transitions vers des états dégradés. Un des résultats intéressants, c'est que dans un scénario intermédiaire, proche des trajectoires actuelles d'émissions, le risque reste faible si on ne tient pas compte de la déforestation supplémentaire, encore une fois. Mais quand on ajoute un scénario sévère de déforestation, là, le risque augmente fortement, même à des niveaux de réchauffement, de changement climatique beaucoup plus bas. L'étude montre aussi que ce n'est pas seulement la quantité totale de déforestation qui compte, mais aussi l'endroit où la forêt est coupée. Ça c'est particulièrement crucial parce que l'humidité circule dans l'atmosphère selon des trajectoires comme on disait. Donc si on déforeste une région située en amont du transport d'humidité, les régions en aval peuvent recevoir moins de pluie, c'est logique. Donc une zone déforestée peut fragiliser des zones forestières très éloignées et c'est ce que les auteurs appellent des effets de cascade ou des effets de réseau. Couper des arbres dans certaines zones peut perturber l'humidité qui alimente des régions entières plus loin dans le bassin amazonien. Donc le message clé de cette étude, vous l'avez compris je pense, les changements climatiques à eux seuls sont dangereux sur le long terme, c'est sûr, mais c'est vraiment la combinaison changement climatique et déforestation qui fragilise beaucoup plus le système. Mais il faut quand même faire attention aux interprétations de cette étude. C'est une simulation, donc elle ne dit pas l'Amazonie va disparaître en 2035 ou tout est déjà perdu. C'est pas une prédiction, c'est pas une prévision avec une date précise. C'est une modélisation, une simulation du risque de bascule. En fait, le modèle de fait, forcément, doit simplifier certaines réalités écologiques, comme les incendies de forêt, la diversité des espèces, la capacité d'adaptation des arbres ou la capacité réelle de la forêt à se régénérer. Les auteurs reconnaissent aussi que leurs résultats dépendent notamment du modèle climatique utilisé et du scénario de déforestation choisi. Donc il ne faut pas comprendre ça comme une prédiction exacte du type à tel pourcentage précis, il y a tout qui bascule, mais plutôt comme une alerte sur vraiment le fait que le danger de la forestation, couplé au changement climatique, est réel. La conclusion des chercheurs est donc assez claire. Pour limiter le risque de basculement de l'Amazonie, il faut agir sur deux leviers
en même temps, d'un côté maintenir le réchauffement global le plus bas possible, idéalement sous 1,5 degré, de l'autre arrêter la déforestation et restaurer les forêts dégradées parce que la restauration pourrait aider à rétablir une partie du recyclage de cette humidité. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que on savait déjà que la déforestation c'est mauvais pour l'Amazonie, on savait aussi que le réchauffement global de la planète c'est mauvais aussi pour l'environnement, mais là vraiment c'est la combinaison des deux où on voit que ça nous entraîne un effet boule de neige assez rapide, et donc c'est ça la nouveauté que cette étude amène. Et on fait une petite pause dans l'émission pour vous parler du sponsor de cette vidéo, l'Atelier des Épatants. Alors ce n'est pas un sponsor classique puisqu'ici ce sont des artisans du Jura, scientifiques de formation, qui ont conçu un kit pour faire des cyanotypes. Si vous ne connaissez pas le cyanotype, c'est une technique de photographie par contact inventée en 1842 mais qui n'a pas besoin d'appareil photo. C'est le soleil et l'eau qui font tout le travail. Alors ils m'ont envoyé leur kit complet à 35 € et il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour se lancer. On prépare les sels de fer en ajoutant un petit peu d'eau, on mélange à part égale et on applique la solution sur le papier aquarelle fourni. Le papier devient alors sensible aux UV et à l'abri de la lumière, on compose son motif. On peut utiliser des plantes comme j'ai essayé, ça peut aussi être des plumes ou même des textes sur un transparent, mais ça j'ai pas essayé, ça doit être assez cool. On place le tout sous leur cadre d'insolation et on expose quelques minutes au soleil. Ensuite, c'est l'étape du rinçage, on plonge le papier dans l'eau et la chimie opère. L'empreinte se fixe et on a ce bleu de Prusse qui se révèle. Franchement, pour un premier essai, je trouve ça pas mal. Et donc, voilà ce que ça donne. Mes petits résultats, moi, j'en ai fait 2. Le premier avec des plantes qui ont été pressées et le deuxième avec le logo de Avec des scies. Je me suis dit que c'était approprié. Et le rendu est assez unique, je trouve. C'est pas souvent qu'on voit des cyanotypes. C'est aussi un bon moment à passer en nature pour récolter les fleurs ou les feuilles qu'on exposera ensuite à la lumière. Et vous savez à quel point c'est important d'être dans la nature grâce à une de nos précédentes émissions. Et alors ces cyanotypes-là, ça ne s'efface pas, même plus de 150 ans après, les premiers cyanotypes de l'histoire sont toujours aussi bleus. Donc c'est une bonne alliance entre de la science, donc la chimie de la chose, et puis de l'art, parce que vraiment, il y a un art à la composition, je trouve. Vous verrez les autres images qui peuvent être faites en cyanotype, elles sont beaucoup plus jolies que la mienne, je trouve. Et au-delà de ça, je pense que c'est une super activité à faire soi-même, à offrir ou à faire avec des grands enfants. Donc si vous voulez tenter l'expérience et soutenir une petite entreprise artisanale française, rendez-vous sur leur boutique toutpourlecyanotype.fr. Vous avez 10% de réduction avec le code CIBLEU. Et je vous mets tous les liens directement en barre de description avec tous les détails. On vous rappelle pour les personnes qui nous soutiennent sur Ulule que vous êtes invités à aller voter pour la photo du mois de juillet et on traitera de cette photo dans la prochaine émission du mois de juillet. Donc voilà, allez voter. Et on reprend notre actualité mystère. Oui. Rappelez-vous, on cherche un animal et voici quelques indices. Le premier indice, c'était le son qu'on vous a fait entendre en début d'émission. Le deuxième indice, dans la culture populaire, je suis célèbre pour avoir avalé un petit pantin de bois. Et l'indice numéro 3, on me confond très souvent avec une baleine, bien que je sois biologiquement différent. Et on termine avec la vidéo du jour, Viviane. Voici une vidéo d'un bras robotisé boosté à l'intelligence artificielle capable de jouer au tennis de table contre des joueurs de haut niveau. Ce n'est pas un jeu vidéo ni une simulation, c'est un vrai robot, une vraie table, une vraie balle, de vrais adversaires humains. Ce robot s'appelle Ace. Il a été développé par des équipes de Sony AI et les résultats viennent d'être publiés dans la revue Nature. Vidéo très impressionnante, ça va très vite. Alors si on l'analyse un petit peu plus, cette vidéo, le robot Ace doit faire plusieurs choses presque en même temps. Voir la balle, estimer la position, mesurer son effet, prédire sa trajectoire. Je pense que Viviane baille encore un petit peu. Décider quel coup jouer d'avance, bouger son bras, frapper la balle, puis se replacer pour le coup suivant. Dans l'étude, les auteurs décrivent les 3 grandes composantes de cette IA, Viviane. Oui, d'abord la perception de la balle. Ace utilise 9 caméras disposées autour du terrain pour localiser la balle en 3D. Et puis pour mesurer le spin de la balle, le robot utilise d'autres caméras qui détectent les changements très rapides dans la scène. En suivant le logo sur la balle, le système peut estimer sa rotation plusieurs centaines de fois par seconde. Deuxième élément, le contrôle. Le robot apprend à agir par essai. Erreur. L'entraînement a été fait en simulation, donc le robot apprend à renvoyer des balles avec différents types de coups, et ensuite en match réel, il sélectionne une stratégie, calcule un mouvement possible, vérifie qu'il n'y aura pas de collision avec la table ou avec lui-même, puis exécute la trajectoire. Et enfin le troisième élément, le matériel robotique. Ace est une plateforme conçue spécifiquement pour le tennis de table, capable de couvrir une grande zone autour de la table et de bouger très rapidement. On le voit dans la vidéo, c'est quand même assez fou. Alors,
Est-ce que ça marche ? Alors justement, les chercheurs ont testé Ace en avril 2025 contre 5 joueurs élites et 2 professionnels. Résultat, Ace a gagné 3 matchs sur 5 contre les joueurs d'élite, mais a perdu face aux 2 pros. Donc ouf, le robot n'est pas rendu au niveau des pros là, merci. Bon, tant mieux, mais en fait non. Parce qu'au moment, il précise ça dans la conclusion à la fin, au moment de l'envoi du papier au journal et sa publication officielle, Sony AI dit avoir amélioré son système. Et alors, est-ce qu'ils ont amélioré au point de gagner contre les... Oui, ouais. A priori, ils ont a priori ils ont tout remporté. Okay. Donc ça marche bien. Bon alors évidemment, ce n'est pas un appareil que vous allez retrouver dans votre magasin de sport préféré la semaine prochaine, ne serait-ce que parce que c'est vous qui voulez jouer. Je pense, pour faire jouer un robot. On est très loin d'un robot grand public, c'est un appareil énorme, très complexe, très spécialisé. Alors quel est l'objectif de cette étude ? D'abord, le but était de démontrer qu'on est capable de concevoir une IA qui peut interagir très vite avec le monde physique dans une situation imprévisible où l'humain essaie activement de la mettre en difficulté. Et le tennis de table est une bonne situation pour créer cette situation parce que tout va extrêmement vite, la vitesse de la balle est très rapide, le temps entre 2 frappes est de l'ordre d'une demi-seconde, les effets sur la balle sont imprévisibles, il y a des rebonds sur la table, etc., etc. Et puis aussi parce qu'elle montre que l'IA commence progressivement à sortir des environnements numériques pour se confronter à des actions physiques rapides et incertaines. Souvent, avec Desi, quand on parle de l'IA, on parle souvent de rédaction ou en tout cas d'impact sur la recherche. Un peu moins rarement quand c'est un impact sur le monde physique en 3 dimensions, comme j'aime souvent le dire. Donc là, si on arrive à faire ça avec du tennis de table, on peut imaginer des applications dans la robotique industrielle, dans les robots de service ou tout contexte où une machine doit réagir très vite et de manière précise à un humain. En tout cas, on pourrait peut-être se demander si un jour on aura les Jeux Olympiques de l'IA, parce qu'entre le demi-marathon, la boxe, le tennis de table et tout un d'autres sports que l'IA est en train d'intégrer, de prendre place. Who knows? Bah écoute, on a déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les Enhanced Games qui ont eu lieu fin mai à Los Angeles, où c'était des Jeux Olympiques, en tout cas des jeux où c'est des humains dopés, mais ouvertement dopés. Donc l'humain, c'est la première édition, c'est la première édition cette année, Okay. qui est organisée par un businessman. C'est vraiment du business tout ça. Et donc il y a, je pense, au moins une quarantaine d'athlètes qui ont été faire la compétition. Alors au moment où on enregistre, ça n'a pas encore diffusé, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais donc voilà. Ils sont ouvertement dopés. Ouvertement dopés. Il y a un protocole, tout ça, et donc ils sont tous ouvertement dopés, avec des gros bonus monétaires à la clé si jamais ils dépassent des records du monde. Voilà. Attends, il va y avoir une catégorie record du monde sans dopage, puis une catégorie record du monde avec dopage. C'est ça, j'imagine. Okay. Et après, record du monde avec IA. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà, écoute, l'humain ne se suffit plus à lui-même. Et le record du monde des bâillements, aussi dans une émission d'actu. Ah oui, ça je pense qu'on pourrait le détenir. Ah, peut-être. Ou peut-être que vous, dans les commentaires, éventuellement, dites-nous aussi. Je sais pas s'il y a une catégorie dans le Guinness World Record. Ah, je sais pas. Il faudrait qu'on s'enseigne là-dessus. Passons à notre actualité mystère beaucoup plus intéressante que nos niaiseries actuelles. Aviez-vous trouvé la réponse chez vous de quel était l'animal dont on parlait? Dites-nous en commentaire. Et on cherchait comme animal le cachalot. Des chercheurs viennent de publier une étude assez fascinante sur la façon dont ils communiquent. Ce qui est connu des scientifiques, c'est qu'ils communiquent avec de courtes séries de cliquetis, des clics qu'on vous a fait entendre au début de l'émission. Ça s'appelle des codas. Donc c'est le son que produisent les cachalots. Et ces codas peuvent varier selon le nombre de clics, le rythme, la durée entre les clics. Je vois qu'il y a un bâillement qui s'en vient. J'essayais d'être discrète. un petit peu comme du morse finalement. Et il y aurait 2 grandes catégories de codas. Des codas de type A et des codas de type I, un peu comme si certains clics avaient des propriétés qui rappellent un peu les voyelles humaines finalement. Mais selon une nouvelle étude, ces clics ne seraient pas seulement des sons répétitifs, il y aurait une forme d'organisation, de structure dans la manière dont les sons sont produits, un peu comme les humains finalement. Oui, les chercheurs ont analysé des milliers d'enregistrements de cachalots des Caraïbes réalisés entre 2014 et 2018. Plusieurs résultats qu'on vous résume. D'abord, le choix d'utiliser plutôt des A ou des I n'est pas aléatoire. Certains types de codas utilisent davantage le A, d'autres peuvent utiliser les deux. Les cachalots pourraient activement contrôler le type de clic qu'elles émettent. Deuxième résultat, les codas de type A sont en moyenne plus longs que les codas de type I. C'est intéressant parce que chez les humains aussi, on a certaines voyelles qui ont naturellement tendance à durer plus longtemps que d'autres. Autre résultat, les codas de type I
semble exister en deux versions. Une version courte et une version longue. Donc il y aurait une distinction entre un I court et un I long, un peu comme certaines langues humaines qui disposent de voyelles courtes et de voyelles longues. Et en fait, chaque cachalot semble avoir leur propre débit de coda aussi. Certains produisent des codas un peu plus rapides, d'autres un petit peu plus lents. Là encore, ça rappelle les humains. Certaines personnes parlent vite, d'autres plus lentement, tout simplement. Et enfin, le premier clic d'un coda peut parfois être influencé par la coda précédente. En linguistique humaine, on appelle ça de la co-articulation. Un son est influencé par le son qui vient avant ou après. Par exemple, à cause de la position de la langue à l'intérieur de la bouche. Ouais, donc voilà quelques résultats de cette actualité feel good, 100% feel good. Encore une fois, très fascinant, on vous laisse jeter un petit coup d'œil. En revanche, un petit aspect que les auteurs nous précisent, c'est que cette étude ne dit pas que les cachalots parlent comme nous, on n'est pas en train de faire d'anthropomorphisme. Les chercheurs ne savent pas encore ce que ces codas veulent dire exactement, si le fait de changer un A en I, ça change toute la forme du message qui est transmis. Probablement que oui, mais ça reste une hypothèse. Donc ce qu'il montre, c'est plutôt que la communication des cachalots possède une structure beaucoup plus riche et organisée qu'on ne l'imaginait. Voilà en tout cas pour cette actualité mystère feel good. Oui, on espère que ça vous a intéressé. Et avant de vous laisser, on aimerait vous poser une petite question. Ouais. Parce que avec Thomas et Marianne qui fait le montage, on aimerait bien pour l'automne probablement vous proposer des t-shirts ou en tout cas quelque chose de physique que vous pourriez avoir lié à notre émission avec Desi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimeriez. Alors nous là comme ça on pensait à des t-shirts, des bonnets peut-être, des trousses, ça peut être plein de choses. Pour l'instant on est juste dans une phase exploratoire, donc si jamais vous avez des idées de ce que vous aimeriez avoir qui soit au branding de Avec Desi, dites-le nous. Puis aussi qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met juste notre petit logo comme là en arrière, est-ce qu'on met le nom des rubriques? C'est cool mais on s'emballe pas genre ou ah c'est Mimi, genre de choses. C'est bizarre hein? Oh c'est Mimi sur un t-shirt quand même. Ouais c'est vrai. Ou Viviane, la grosse face à Viviane comme ça qui baille genre hop ça là. Enfin... tu vois ça dérape. Et ça vous donne un aperçu d'à quoi ressemble le bêtisier quand vous nous soutenez sur Ulule. Mais ça sera peut-être coupé, ça, non? Je pense pas que ça va être coupé. Non, ça va pas être coupé, on est à la fin, c'est bon. Ok, parfait. Voilà. Donc, dites-nous si ça vous intéresse d'avoir des t-shirts, en tout cas quelque chose de physique lié à l'émission, et ce que vous aimeriez avoir. Juste un petit logo, quelque chose de discret, quelque chose de pas discret du tout. Comme ma grosse face qui baille. Et on vous écoute. On vous laisse avec des choses à aller voir. La dernière vidéo de Syllabus, que vous irez voir de quoi elle parle, parce que je ne sais pas laquelle a été publiée en dernier. Notre dernière émission d'Actu Scientifique, où on discute de cancer du cœur, d'un robot assez particulier, bien différent du robot pongiste, de Casoar et également une actualité mystère. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir Thomas pour plus d'actualités scientifiques, notamment sur sa chaîne Twitch, Science à la carte, et sur ses autres plateformes. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué. On vous écoute vis-à-vis des t-shirts, des petites choses comme ça nous intéresse beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine. On prend pas de vacances cet été. Il y aura bien 2 émissions par mois. Ouais. Donc on se retrouve là-bas. Bye bye. Bye. On va vous parler des photos qu'on vous avait proposées pour les actualités du mois, les actualités photos du mois. On va pas vous laisser quand même avec le suspense des 3 autres photos. Donc on vous explique à quoi correspondaient les autres photos.